Nous allons passer maintenant au petit 2. Petit 2 qui va parler, donc, porter sur les ovaires. Donc, régulation au niveau donc, des femmes, donc au niveau des ovaires. Donc, petit 2. Les ovaires. Donc, comme chez l'homme, chez la femme également, le complexe hypothalamo-hypophysaire va jouer un rôle. Donc, on va retrouver les mêmes hormones qui, chimiquement, sont égales. C'est des hormones qui sont... Il n'y a pas de différence entre les hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire de l'homme et de la femme. Maintenant, la différence va se faire au niveau de l'organe sur lequel donc, ces hormones vont agir. Donc, chimiquement parlant, il n'y a pas une différence. Donc, au niveau donc, de la femme, on va donc retrouver l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH. Et l'hypophyse, notamment, il y a deux parties de l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'hypophyse antérieure, qui va également sécréter la FSH et la LH. Maintenant, comme je l'ai dit, la FSH et la LH, et si vous voyez même le nom qu'on donne, ça prend naissance surtout au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme. Parce qu'on a parlé par exemple de FSH qui va surtout stimuler la production donc, de les cellules donc, de Sertoli à la production de spermatozoïdes et autres. Et vous voyez que par contre, FSH, ça veut dire hormone de stimulation des follicules. L'homme n'a pas de follicules. Donc le sens FSH même, c'est au niveau de la femme. Effectivement, chez la femme, la FSH va stimuler les follicules pour le développement des follicules. On a parlé de folliculogénèse dans le premier chapitre. Et donc, ils vont donc entraîner donc, les follicules donc, à la maturation. Donc, passer des stades de follicules primordiaux, primaires, secondaires, tertiaires et follicules de dégrappe. Donc, cette maturation-là va se faire grâce donc, à une stimulation qui est due à la FSH, l'hormone de stimulation des follicules sécrétée par l'hypophyse antérieure sous contrôle de l'hypothalamus à travers la GnRH. Maintenant, l'autre hormone qui est la LH va jouer un rôle important chez la femme, surtout dans la deuxième partie du cycle. Voilà, vous voyez que la FSH agit notamment dans la première partie du cycle, dans la phase folliculaire. La LH va jouer un rôle, en tout cas à partir de l'ovulation, puisque c'est la LH, comme son nom l'indique, hormone lutéinisante. Ça va donc déclencher l'ovulation. La LH est l'hormone qui va déclencher l'ovulation donc chez la femme. Donc, dans l'ovulation qui va donc diviser le cycle de la femme en deux. Donc, phase pré-ovulatoire et phase post-ovulatoire. Donc, pré-ovulatoire, avant l'ovulation, post-ovulatoire, après l'ovulation. Donc, les deux phases donc, étant séparées par l'ovulation elle-même. Donc, la LH va connaître un pic, on verra ça tout de suite, et ce pic-là va être responsable de l'ovulation. Et surtout, par la suite, l'ovulation, bien sûr, c'est le follicule mûr qui est là, et la libération donc de l'ovocyte 2. Donc, au niveau du follicule mûr, donc l'ovocyte 2 va être libéré, va être projeté et va être recueilli par les pavillons de la trompe. Donc, c'est ça l'ovulation. Donc, la LH est responsable de ça. Et deuxièmement, la LH va aussi stimuler la transformation du follicule vide, puisque après avoir libéré l'ovocyte, le follicule là, il va rester follicule vide. Donc, il est vide, mais il va jouer un rôle dans la deuxième partie du cycle, en ce sens que sous la stimulation de la LH, ce follicule vide là va se transformer en corps jaune. C'est ce corps jaune-là, bien sûr, qui va entretenir la deuxième partie du cycle, notamment par la sécrétion de progestérone. Voilà, donc cette deuxième partie donc, du cycle-là est surtout sous l'emprise de la LH chez la femme, qui va donc stimuler la transformation. D'abord l'ovulation, ensuite stimuler la transformation du follicule vide-là en corps jaune. Voilà, on va parler de lutéinisation.
à la lutéinisation parce que ça va se gorger d'une substance, d'un pigment qu'on appelle lutéine. Donc, c'est la lutéinisation et c'est pourquoi on parle de phase lutéinique d'ailleurs. Donc, cette lutéinisation est importante parce que ça permet effectivement d'entretenir la deuxième partie du cycle sexuel, cycle menstruel, donc par la sécrétion de progestérone et aussi par la sécrétion d'estrogène, mais en faible quantité par rapport à la première partie et surtout par rapport à la progestérone. Donc voilà ce que nous pouvons retenir au niveau donc, de cette deuxième partie. Vous voyez par exemple qu'en cas de grossesse, c'est ce corps jaune-là qui est toujours là et qui va entretenir, par exemple, dans la phase embryonnaire, qui va entretenir donc le bébé, si vous voulez, l'œuf, jusqu'au 3e mois. Donc le corps jaune va entretenir. Maintenant, c'est après le 3e mois qu'il va être remplacé par le placenta. Donc nous revenons sur ces détails-là dans les points à venir. Donc maintenant, nous allons passer à la phase schéma, donc pour mieux expliquer toutes ces notions qu'on vient donc de développer ici. Donc je vous invite à être très attentif pour la suite. Donc nous avons ici l'évolution des hormones, j'allais dire hypophysaires, notamment la LH et la FSH chez la femme. Donc on voit ici le cycle. Un cycle, ça va de 0 jusqu'à 28 jours. Donc vous voyez bien que ces hormones-là évoluent, les hormones hypophysaires, notamment la LH. Donc vous voyez, on est au 14e jour vers là. Donc à l'approche de l'ovulation, donc il y a le pic de LH qu'on observe avec bien sûr une augmentation également de la quantité de FSH. Et ce pic-là qui va déterminer donc l'ovulation, comme on l'avait dit. Donc vous voyez qu'à partir de là, on a les follicules qui vont commencer dès le début du cycle à prendre du volume jusqu'à la période d'ovulation où on va avoir un follicule de Gras, follicule mûr qui va donc libérer son ovocyte 2. Donc, vous voyez, mais c'est le même phénomène qui se répète. C'est pourquoi on parle de cycle. À partir de là encore, on a un nouveau cycle qui commence. Et voici là le pic de LH à nouveau, avec bien sûr une forte production de FSH. Et après encore, on va jusqu'à s'approcher à la fin du cycle par là. Donc, ici, on a essayé de schématiser donc l'hypophyse. Voilà, bien sûr, l'hypophyse antérieure, et là, vous avez l'hypophyse postérieure. Voilà, en haut, un peu en haut, on a une glande qu'on appelle l'hypothalamus qui va contrôler le fonctionnement donc, de l'hypophyse. Et ici, on a montré donc les hormones donc, qui sont sécrétées donc, au niveau donc, des ovaires. Donc vous avez ici ces hormones-là, la progestérone, et ici vous avez donc les estrogènes d'abord, ensuite là vous avez la progestérone qui est sécrétée. Comme on a dit au début du cycle, vous avez une faible quantité d'estrogène. Et lorsque on avance vers le 14e jour, vous avez la quantité d'estrogène sécrété augmente au fur et à mesure que le nombre de cellules folliculaires augmente. Et vous voyez que vers là, il y a une forte sécrétion d'estrogène. Et par la suite, la quantité d'estrogène sécrétée va diminuer. Donc, on rentre dans la deuxième phase du cycle à partir de là. Donc, ce qu'on appelle la phase post-ovulatoire ou phase lutéinique ou phase du corps jaune. Et vous voyez que à partir de là, c'est la progestérone qui prend le relais. Donc la quantité de progestérone sécrétée va augmenter au fur et à mesure et pratiquement jusqu'à la fin du cycle. Donc lorsque cette quantité-là baisse, ça veut dire qu'on est à la fin du cycle précédent. Donc on est en train de tendre vers le début d'un nouveau cycle. Effectivement, c'est ce qu'on observe. Vous voyez qu'à partir de là encore, la quantité d'estrogène va commencer encore légèrement à augmenter jusqu'à atteindre un pic, si vous voulez, une forte sécrétion, et ensuite va baisser et on va rentrer de nouveau dans une autre phase post-ovulatoire. Et vous voyez qu'à partir de là, il y a une forte sécrétion de progestérone qui va matérialiser donc la phase lutéinique de ce second cycle-là, et ainsi de suite. Et on essaie de montrer ici un peu
le comportement de l'utérus. Voilà, l'utérus qui va bien sûr se préparer aussi au fur et à mesure du cycle, qui va changer de configuration. Donc, dans la phase préovulatoire, ça va commencer à se gorger de sang, voilà, de la dentelle qui va être préparée, et dans la phase pré-ovulatoire comme dans la phase post-ovulatoire pour attendre d'éventuels œufs s'il y a fécondation. Maintenant, s'il n'y a pas fécondation, c'est cette paroi-là qui va se dégrader. La dentelle donc va se dégrader, il y aura une desquamation et cela va se couler sous forme de sang. Voilà, on parle de sang ou de menstrues, de sang des règles ou de menstrues. Donc, il va couler pendant 4 à 5 jours environ, et ensuite on va le phénomène donc de reconstitution va reprendre, et au bout de la fin du cycle menstruel, s'il y a fécondation après l'ovulation, donc ça va être maintenu, et puisque c'est comme un berceau qui est fait pour accueillir l'enfant. Voilà, s'il y a un œuf qui va devenir un embryon, plus tard un enfant, en ce moment la dentelle va être maintenue. Mais s'il n'y a pas eu de fécondation, donc l'ovocyte va être libéré, va être rejeté avec le sang des menstrues, donc à la fin du cycle menstruel qui va marquer le début d'un nouveau cycle. Donc ici, on essaie de montrer la variation de la température. Vous voyez, comme je le disais, la température chez la femme est difficilement égale à 37. Vous voyez que ici, on est dans la phase folliculaire ou la phase préovulatoire. Vous voyez que la température est inférieure à 37. Donc, vous voyez ça, c'est inférieur à 37. Et donc, jusqu'à l'ovulation. Après l'ovulation, vous voyez que la température de la femme monte à plus de 37. Voilà, donc ça oscille entre 36,5 et 37,5 chez la femme, la température, je veux dire. Donc, à nouveau, voilà, ici, ça marque un nouveau cycle. Et vous voyez que la température repasse à 36,5. Et après l'ovulation, ça va monter à 37,5 environ, et ainsi de suite. Pour vous dire que la température de la femme, c'est jamais à 37, mais aussi entre 36,5 et bien sûr, voilà, 37,5. Donc 36,5 avant l'ovulation, et après l'ovulation, donc on va passer donc à 37,50. Donc, en gros, voilà ce qu'on pouvait donc dire sur les différents phénomènes qu'on pouvait donc observer donc au niveau donc de la femme. Voilà, donc à peu près les phénomènes donc qui vont se passer sur le plan morphologique, donc comme sur le plan donc physiologique, donc chez la femme. Donc on pourrait donc parler donc de cycle, donc cycle menstruel, voilà, des cycles sexuels aussi, et bien sûr entre ces phases là, donc on va noter bien sûr des changements de morphologie, mais aussi des changements au niveau donc de la physiologie chez la femme. Voilà, donc je vous remercie pour l'écoute, donc pour bien sûr votre attention. Voilà, merci bien.